Je m'appelle Emmanuel, j'ai 32 ans, et je suis debout devant la fête de ma sœur, regardant par la fenêtre mes parents porter fièrement un toast à son avenir sans dette. Le contraste saisissant entre la joie de Maya et mes 320 000 $ de dettes écrasantes pèse comme un rocher sur ma poitrine. Nous sommes tous les deux devenus médecins, diplômés le même mois de la même école prestigieuse. Pourtant, me voilà dehors à regarder à l'intérieur pendant qu'il célèbre, effaçant complètement son fardeau financier. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce soir, à cette fête, sans dette, tout est sur le point de changer. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton « S'abonner » si vous avez déjà ressenti la piqûre du favoritisme familial. Ayant grandi dans notre maison de la banlieue de Boston, dans la classe moyenne supérieure, ma sœur Maya et moi avons eu ce que la plupart considéraient comme une enfance privilégiée. Notre père, Thomas, travaillait comme administrateur d'hôpital au Massachusetts General, et notre mère, Patricia, était directrice dans l'un des lycées les plus performants de l'État. De l'extérieur, nous étions la famille américaine parfaite. Deux parents qui réussissent, élevant deux enfants brillants dans une maison coloniale de 4 chambres avec un jardin bien entretenu et un golden retriever nommé Cooper. Maya avait 3 ans de moins que moi, avec un charme naturel qui semblait captiver tous ceux qu'elle rencontrait. Même enfant, j'ai remarqué comment la température d'une pièce changeait quand elle entrait. Les adultes souriaient plus largement, leur voix s'adoucissait, et ils faisaient des efforts supplémentaires pour engager la conversation avec elle. Je n'en voulais pas vraiment. C'était ma petite sœur, et je l'aimais profondément. Mais je mentirais si je disais que je n'ai pas remarqué les différences subtiles dans la façon dont nous étions traités. Quand je ramenais des bulletins avec que des A, mes parents hochaient la tête avec approbation et disaient « Bon travail, Emmanuel. C'est ce que nous attendons. » Mais quand Maya ramenait ne serait-ce qu'un seul A au milieu d'une mer de B, il y avait des dîners de célébration et des éloges excessifs. Maya a travaillé si dur pour ça, expliquait-il quand je remettais en question la disparité. Ta sœur doit faire plus d'efforts que toi. Ce schéma a continué tout au long de notre enfance et de notre adolescence. Mes réussites étaient attendues. Les siennes étaient célébrées. Mes échecs étaient des déceptions. Les siens étaient des expériences d'apprentissage. J'ai développé un mécanisme d'adaptation très tôt. Je travaillais simplement 2 fois plus dur, visant à atteindre un niveau si élevé que la reconnaissance serait inévitable. Cette stratégie m'a bien servi sur le plan académique, mais le tribut émotionnel de la recherche constante d'une validation que je recevais rarement a laissé des cicatrices invisibles. Mon rêve de devenir médecin n'est pas né de la pression familiale, bien que mes parents l'aient certainement approuvé. Il est né du fait d'avoir vu mon oncle, le frère cadet de mon père, sauver la vie d'un enfant lors d'un pique-nique familial quand j'avais 10 ans. Oncle James, un médecin urgentiste, a pratiqué la RCR sur le fils d'un voisin qui était tombé dans le lac. La façon dont il est passé d'un membre de la famille joviale à un professionnel concentré en un instant, la compétence de ses mains alors qu'elle redonnait vie à ce petit corps, cela a laissé une impression indélébile. C'est ce que je veux faire, ai-je dit à mes parents ce soir-là. Ils ont souri et hoché la tête, mais je ne pense pas qu'ils l'aient pris au sérieux au début. Tout au long du lycée, j'ai maintenu des notes parfaites tout en participant à des concours de sciences, en faisant du bénévolat à notre hôpital local et en suivant des médecins dès que possible. Quand les lettres d'acceptation des programmes de premier cycle sont arrivées, j'ai choisi Johns Hopkins pour son solide programme prémédical. Mes parents étaient fiers, certainement, mais leur réaction semblait mesurée, appropriée à mes années de travail acharné. Maya, pendant ce temps, avait décidé de poursuivre des études de psychologie à l'université de Boston. Elle voulait rester près de la maison, et mes parents ont pleinement soutenu cette décision. Ils l'ont aidée à meubler son appartement, lui rendaient visite chaque semaine, et semblaient soulagés qu'elle ait choisi une voie plus gérable que la mienne. 4 ans plus tard, quand mon acceptation à la faculté de médecine Feinberg de l'université Northwestern est arrivée, j'ai ressenti une vague d'accomplissement. L'aboutissement d'années de travail acharné avait payé. Mes parents ont organisé un petit dîner pour célébrer, invitant les grands-parents et quelques amis proches. C'est pendant ce dîner que Maya a fait son annonce. J'ai réfléchi, a-t-elle dit, captivant l'attention de la salle de cette manière sans effort dont elle avait le secret. Je veux aussi postuler en médecine. La table est tombée dans le silence un instant avant d'exploser d'excitation. Mes parents se sont regardés avec une fierté et une joie si nue que ma propre acceptation semblait être une vieille nouvelle. 2 enfants médecins, s'est exclamée ma mère, les larmes aux yeux. Mon père s'est levé pour porter un toast à ce nouveau développement, la voix épaisse d'émotion. À Maya,
pour avoir décidé de suivre les traces de son frère en médecine. J'ai souri et levé mon verre, sincèrement heureux que ma sœur veuille poursuivre des études de médecine. Pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point ma réussite avait été rapidement éclipsée par sa simple intention de postuler. 1 an plus tard, Maya a également été acceptée à Northwestern, bien que ses scores au MCAT et sa moyenne générale aient été nettement inférieurs aux miens. Il voulait probablement des frères et sœurs, a raisonné mon père quand j'ai exprimé ma surprise. De plus, elle les a vraiment impressionnés lors de ses entretiens. Avant que Maya ne commence la faculté de médecine avec moi, alors que je terminais déjà ma première année, nos parents nous ont tous les deux appelés à la maison pour une réunion de famille sur les finances. Assis à la table de la cuisine où nous avions partagé des milliers de repas, mon père a sorti un dossier contenant des feuilles de calcul et des documents. Votre mère et moi voulons être transparents sur la situation financière, a-t-il commencé. Nous avons épargné pour vos études depuis votre naissance, mais la faculté de médecine est chère, plus que nous ne l'avions prévu. Ma mère a hoché la tête. Nous avons environ 140 000 $ d'épargne pour chacun de vous. Nous savons que cela ne couvrira pas tout, mais nous voulons contribuer de manière égale à vos 2 formations. J'ai ressenti une vague de soulagement. Bien que 140 000 $ ne couvrirait pas le coût estimé de 350 000 $ de la faculté de médecine, cela réduirait considérablement le fardeau de mes prêts. J'avais méticuleusement planifié mes finances, calculant les futurs ratios dette-revenu et recherchant des programmes de remise de prêts. Cette contribution ferait une différence substantielle. Nous sommes si fiers de vous deux, a poursuivi mon père. Et nous voulons vous soutenir de toutes les manières possibles tout au long de ce parcours. Cette nuit-là, j'ai révisé mes plans financiers. Avec la contribution promise de mes parents, une budgétisation minutieuse et le poste d'assistant de recherche que j'avais obtenu, j'ai calculé que je serais diplômé avec une dette d'environ 180 000 $, gérable avec un salaire de médecin. Maya et moi avons tous les deux quitté cette réunion avec des attentes claires. Nous recevrions un soutien financier égal de nos parents, et nous aurions tous les deux besoin de prêts substantiels pour terminer nos études. Comme je me trompais. La faculté de médecine était tout ce que j'avais espéré et craint. La charge de travail était punitive, les heures brutales, mais j'ai prospéré sous la pression. Mon aptitude naturelle pour la mémorisation et la reconnaissance des schémas m'a bien servi et je me suis rapidement imposé comme l'un des meilleurs étudiants de ma classe. Tandis que d'autres luttaient avec la transition de l'apprentissage de premier cycle à l'avalanche d'informations médicales, j'ai adapté mes techniques d'études et maintenu ma concentration. Je vivais dans un minuscule studio à 15 minutes du campus, surveillant attentivement chaque dépense. Ma routine était implacable, cours et stages cliniques pendant la journée, travail de recherche en laboratoire le soir pour un revenu supplémentaire, et études jusqu'à tard dans la nuit. Les week-ends n'étaient pas des pauses, mais des occasions de rattraper mon sommeil et de me préparer pour la semaine à venir. J'évitais les sorties sociales coûteuses que beaucoup de mes camarades de classe utilisaient pour préserver leur santé mentale. Au lieu de cela, je trouvais des moyens gratuits de me détendre, courir le long du lac Michigan, assister à des conférences gratuites ou visiter des musées les jours de gratuité. Mes parents appelaient chaque semaine, impatients d'entendre parler de mes expériences. « Manges-tu assez ?» demandait ma mère. « Te fais-tu des amis ?» Ils semblaient préoccupés par mon emploi du temps intense, mais faisaient confiance à mon jugement. Ils ont rarement abordé les finances après notre discussion initiale, et j'ai supposé que les fonds promis étaient déposés directement pour mes frais de scolarité, comme nous en avions discuté. Quand Maya a commencé à Northwestern l'année suivante, l'attention de nos parents s'est déplacée de manière spectaculaire. Ils venaient à Chicago tous les mois, séjournant toujours dans un bel hôtel près du campus, emmenant Maya dîner dans des restaurants chics. « Tu es le bienvenu pour te joindre à nous », disait-il, mais leur visite coïncidait rarement avec mon temps libre limité. Quand je me joignais à la conversation, elle était centrée sur les expériences de Maya, ses défis, ses nouveaux amis. Mes réussites, comme être sélectionné pour un projet de recherche prestigieux, recevaient une reconnaissance superficielle avant que l'attention ne revienne à Maya. Environ 6 mois après sa première année, mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. C'était Maya, en larmes. « J'ai raté mon examen d'anatomie », sanglotait-elle. « Je ne pense pas être faite pour ça, Emmanuel. Tout le monde semble comprendre, et je n'arrive tout simplement pas à suivre. » J'ai passé 1 heure à la calmer, lui promettant de l'aider à étudier. Le lendemain, malgré mon propre emploi du temps écrasant, je lui ai créé un plan d'études et j'ai commencé à la rencontrer chaque semaine pour revoir la matière.
Maya était intelligente mais luttait avec le volume d'informations et la pression de l'éducation médicale. Là où j'avais développé des stratégies d'études efficaces grâce à des années d'autodiscipline, elle s'était appuyée sur ses capacités naturelles et son charme pour traverser ses études de premier cycle. Un mois après l'appel nocturne de Maya, nos parents sont arrivés à Chicago à l'improviste. Nous sommes là pour soutenir Maya dans cette période difficile, a expliqué ma mère quand j'ai exprimé ma surprise face à leur apparition soudaine. Ils sont restés une semaine, accompagnant Maya en cours, engageant un tuteur privé pour l'anatomie, et parlant même avec ses professeurs pour un soutien supplémentaire. Je ne pouvais m'empêcher de me demander, aurait-il fait la même chose pour moi si j'avais eu des difficultés? Malgré nos séances de tutorat et l'intervention de nos parents, Maya a été mise en probation académique à la fin de sa première année. Cela signifiait qu'elle devrait redoubler plusieurs cours, retardant ainsi sa remise de diplôme d'1 an. Nos parents étaient dévastés mais se sont rapidement mobilisés pour la soutenir davantage. On va t'aider à traverser ça, lui a assuré mon père lors d'un dîner auquel j'ai été invité après coup. J'ai continué à exceller, obtenant mon diplôme dans les 10% supérieurs de ma classe et décrochant un poste de résidence compétitif en médecine d'urgence, réalisant le rêve qui avait commencé en regardant mon oncle ce jour-là au bord du lac. J'ai été choisi comme chef de clinique pendant ma dernière année, un honneur significatif qui reflétait à la fois mes connaissances médicales et mes capacités de leadership. Mes recherches sur les protocoles de lésions cérébrales traumatiques ont été publiées dans une revue respectée et je me suis forgé une réputation de médecin exceptionnel et de prestataire de soins compatissant. Tout au long de ces années, j'ai continué à contracter des prêts chaque semestre. Mes calculs financiers initiaux s'étaient avérés optimistes, car les frais de scolarité croissants et les dépenses imprévues s'accumulaient. Au moment où je me préparais à obtenir mon diplôme, ma dette étudiante avait atteint 320 000 $, bien plus que ce que j'avais prévu et une source d'anxiété constante malgré mon succès professionnel. En raison de son retard académique, Maya devait maintenant obtenir son diplôme le même mois que moi, bien qu'elle ait commencé 1 an plus tard. Elle avait trouvé sa voie en médecine familiale, une spécialité qui convenait à sa nature sociable et à sa capacité à créer des liens avec les patients. Bien qu'elle ne soit pas en tête de sa classe sur le plan académique, elle était devenue une médecin compétente que les patients adoraient. J'étais sincèrement fier de sa persévérance et de sa croissance. Nos parents ont organisé un dîner de remise de diplôme commun au Gibson Steakhouse, l'un des meilleurs restaurants de Chicago. La table était décorée de ballons de félicitations et de centres de table personnalisés arborant l'insigne de notre faculté de médecine. Alors que le champagne coulait, mon père s'est levé pour porter un toast. À nos 2 merveilleux enfants qui ont tous 2 réalisé leur rêve de devenir médecins. Votre mère et moi ne pourrions pas être plus fiers. Après le dîner, ma mère a présenté à Maya une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait le collier de perles de ma grand-mère, un héritage familial d'une valeur monétaire et sentimentale importante. Pour notre fille, le médecin, a dit ma mère, les larmes aux yeux en le lui attachant autour du cou. Mon père m'a ensuite tendu une enveloppe dans un petit paquet emballé. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une carte de félicitations signée par les 2 parents. Le paquet contenait une montre, assez belle certes, mais achetée neuve dans un grand magasin et dépourvue de la signification émotionnelle de l'héritage familial donné à ma sœur. Merci, ai-je dit, gardant mon sang-froid malgré la disparité évidente des cadeaux. Je me suis dit, il doit y avoir une explication. Peut-être qu'il prévoyait autre chose, quelque chose de plus substantiel pour reconnaître mes années de travail acharné et de succès académiques. Peut-être qu'il gardait une autre surprise pour plus tard. J'avais partiellement raison sur le fait qu'une surprise était en préparation, mais ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. 1 mois après la remise des diplômes, nos parents ont invité Maya et moi à dîner chez eux pour célébrer. Nous avions tous les 2 réussi à obtenir des postes de résidence à Chicago. Moi en médecine d'urgence au Northwestern Memorial, Maya en médecine familiale au Rush University Medical Center. Nous devions commencer nos résidences le mois suivant, et ce dîner ressemblait à une dernière célébration familiale avant de nous plonger dans les exigences de la vie de résident. La table était magnifiquement dressée avec la plus belle porcelaine et les verres en cristal de ma mère, qui n'apparaissaient que pour les grandes occasions. Nous avons profité d'un repas tranquille, rempli de souvenirs et de discussions sur nos projets d'avenir. Alors que ma mère débarrassait les assiettes et apportait le dessert, mon père s'est raclé la gorge. Votre mère et moi avons quelque chose d'important à discuter avec vous 2 au sujet de votre avenir, a-t-il commencé, son expression sérieuse mais teintée de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Peut-être de l'anticipation ou de l'excitation. Ma mère est retournée à sa place,
prenant la main de mon père alors qu'il continuait. Nous planifions cela depuis un certain temps maintenant, et nous sommes ravis de partager enfin notre décision. Il s'est tourné vers Maya, son visage s'adoucissant. Maya, ma chérie, nous avons décidé de rembourser tes prêts étudiants. Tous. Tu commences ta résidence complètement sans dette. Maya a haleté, sa main volant à sa bouche. Vous êtes sérieux? Tout? C'est presque 300 000 $. Ma mère pleurait déjà. Nous sommes absolument sérieux. Nous avons économisé et fait des arrangements. Nous voulons que tu commences ta carrière sans ce fardeau. Je suis resté figé, attendant qu'ils continuent, qu'ils expliquent qu'ils avaient pris des dispositions similaires pour moi ou qu'ils avaient un plan pour m'aider avec mes prêts également. Le silence s'est étiré alors qu'ils embrassaient Maya, qui pleurait maintenant de gratitude et de choc. Finalement, j'ai trouvé ma voie. Et pour mes prêts? La question est restée en suspens dans l'air comme une interruption inopportune. Mes parents ont échangé un regard avant que mon père ne se tourne vers moi. Son expression était passée de la joie à quelque chose de plus proche du malaise. Emmanuel, nous avons toujours su que tu te débrouillerais bien tout seul. Tu n'as jamais eu besoin du genre de soutien que Maya a eu. Vous dites que vous remboursez toute sa dette et rien de la mienne, ai-je précisé, luttant toujours pour comprendre ce qui se passait. Ma chérie, a interjeté ma mère, sa voix prenant le ton apaisant qu'elle utilisait pour expliquer des concepts difficiles à des étudiants. Maya a eu tellement de mal pendant ses études de médecine. Elle mérite ce coup de pouce pour commencer sa carrière. Et moi non. Les mots sont sortis plus sèchement que je ne le voulais. Mais l'injustice de la situation commençait à s'installer. Ce n'est pas ce que nous disons, a rétorqué mon père. Tu as toujours été autonome. Tu n'as jamais eu besoin de nous comme Maya. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un flou. J'ai gardé mon sang-froid pendant le dessert, offrant des félicitations mécaniques à Maya, qui a au moins eu la grâce d'avoir l'air mal à l'aise avec la situation. Dès que cela a été socialement acceptable, je me suis excusé, prétextant un réveil matinal le lendemain. Mes parents m'ont raccompagné à la porte et j'ai décidé de faire une dernière tentative de compréhension. Pouvons-nous en parler, ai-je demandé doucement, en m'assurant que Maya ne pouvait pas entendre depuis la salle à manger. Je ne comprends pas comment vous avez pu prendre une décision aussi inégale. Le visage de mon père s'est durci. Nous n'avons pas de ressources illimitées, Emmanuel. Des choix devaient être faits, et c'est ce que nous avons décidé. Maya en a plus besoin que toi, a ajouté ma mère, son ton suggérant que l'affaire était close. Tu géreras très bien tes prêts avec ton parcours professionnel. Je suis rentré chez moi en état de choc, mon esprit s'emballant pour donner un sens à ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, j'ai appelé ma sœur, ayant besoin de comprendre si elle était au courant de ce plan. Je jure que je ne savais pas qu'ils allaient faire ça, a insisté Maya. Ils m'ont dit qu'ils m'aidaient avec une partie de mes frais de scolarité, mais je n'avais aucune idée qu'ils prévoyaient de tout rembourser. Au cours de cette conversation, une autre révélation dévastatrice a émergé. Mes parents avaient secrètement contribué aux frais de scolarité de Maya tout au long de ses études de médecine, réduisant considérablement le montant qu'elle devait emprunter chaque semestre. Tandis que je contractais des prêts maximum en croyant que le soutien de nos parents viendrait sous la forme de la somme forfaitaire qu'ils avaient promise, ils avaient discrètement dirigé des fonds pour minimiser la dette de Maya depuis le début. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place une semaine plus tard lorsque je suis allé chez mes parents pour récupérer des livres que j'y avais entreposés. Une lettre de leur avocat immobilier était ouverte sur le comptoir de la cuisine, confirmant la vente de la propriété de vacances de notre famille à Cap Cod, un petit chalet que mon grand-père avait construit et que j'avais passé d'innombrables week-ends à aider mon père à entretenir et à rénover. Il l'avait vendu pour rembourser les prêts de Maya sans même m'en parler. Les semaines suivantes ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Le sommeil est devenu insaisissable alors que je calculais et recalculais les implications de ma dette. 320 000 $ de prêts étudiants signifiaient 15 à 20 ans de mensualités importantes, même avec un salaire de médecin. Cela signifiait retarder l'achat d'une maison, fonder une famille, épargner pour la retraite. Pendant ce temps, Maya commencerait sa vie d'adulte sans fardeau, libre de faire des choix basés sur ses préférences plutôt que sur la nécessité financière. Au-delà des implications pratiques se trouvait la blessure émotionnelle plus profonde, mes parents croyaient que Maya méritait cet avantage et pas moi. Malgré mon excellence académique, mon dévouement, mes réussites, ils m'avaient jugé moins digne de leur soutien. M'avaient-ils toujours vu de cette façon?
Toute mon enfance avait-elle été colorée par ce déséquilibre fondamental dans la façon dont ils évaluaient leurs enfants? Mon meilleur ami de la faculté de médecine, Jackson, m'a fourni la perspective extérieure dont j'avais désespérément besoin. Autour d'une bière dans son appartement, j'ai raconté toute la situation, luttant toujours pour y donner un sens. C'est dégueulasse, mec, a-t-il dit simplement. Je me fiche de la justification qu'il donne. Traiter ses enfants aussi différemment, c'est mal. Sa validation a libéré quelque chose en moi. Pendant des jours, je m'étais demandé si ma réaction était raisonnable, si j'étais égoïste de me sentir trahi. Entendre quelqu'un d'autre confirmer l'injustice de la situation m'a permis de reconnaître la profondeur de ma douleur et de ma colère. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Jackson. C'était la question que j'évitais. Que pouvais-je faire? La décision avait été prise, l'argent dépensé. Aucune protestation ne changerait ma réalité financière. Pourtant, quelque chose de fondamental avait changé dans ma compréhension de ma famille, et je ne pouvais pas simplement faire semblant du contraire. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je ne peux pas simplement accepter ça et passer à autre chose comme si de rien n'était. Après 2 semaines à traiter mes émotions avec le soutien de Jackson et plusieurs séances avec un thérapeute que j'avais trouvé à la hâte, j'ai décidé de tenter une conversation d'adulte raisonnable avec mes parents. J'ai passé des heures à me préparer à cette discussion, créant des feuilles de calcul qui illustraient la disparité du soutien financier, m'entraînant à ce que je dirais pour rester calme et factuel, et même en jouant des scénarios de réponse potentiels avec Jackson. J'ai invité mes parents à se rencontrer dans un lieu neutre, un café tranquille à mi-chemin entre nos maisons. Ils ont accepté, bien que le ton de ma mère suggère qu'elle considérait cela comme un geste dramatique inutile. Je voulais parler de la situation des prêts étudiants, ai-je commencé une fois que nous étions assis avec nos cafés. J'ai eu le temps d'y réfléchir et j'ai toujours du mal à comprendre la décision que vous avez prise. J'ai fait glisser le dossier contenant mes documents préparés sur la table. Ces feuilles de calcul montrent la différence de soutien financier entre Maya et moi. Comme vous pouvez le voir, la disparité est substantielle. Mon père a à peine jeté un coup d'œil aux papiers avant de les repousser vers moi. Emmanuel, nous comprenons que tu es déçu, mais nous avons pris la décision que nous pensions être la bonne pour notre famille. Comment créer une telle inégalité entre vos enfants peut-il être bon pour notre famille? Ai-je demandé, luttant pour garder ma voix égale. La vie n'est pas toujours juste, a dit ma mère, utilisant la même phrase qu'elle avait employée tout au long de notre enfance lorsque Maya recevait un traitement préférentiel. Nous avions des ressources limitées et nous devions faire un choix. Mais pourquoi ce choix? J'ai travaillé aussi dur que Maya. Plus dur, en fait, si nous sommes honnêtes sur les performances académiques et les contributions financières que j'ai faites pendant mes études. C'est exactement ça, a dit mon père en se penchant en avant. Tu as toujours été capable de prendre soin de toi. Maya a besoin de plus de soutien. Donc, je suis puni pour être autonome, pour ne pas avoir assez lutté. Ma mère a soupiré lourdement. Tu es égoïste, Emmanuel. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureux pour ta sœur? La conversation s'est poursuivie sur ce schéma circulaire pendant près d'1 heure. Mes arguments soigneusement préparés ont été rejetés ou détournés. Mes émotions ont été qualifiées de jalousie mesquine. Mes parents se sont dépeints comme prenant des décisions difficiles mais nécessaires avec des ressources limitées, bien que les feuilles de calcul qu'ils refusaient d'examiner montraient clairement qu'ils avaient dépensé plus du double pour l'éducation de Maya que pour la mienne. J'ai quitté le café en me sentant pire qu'avant. Non seulement mes parents avaient refusé de reconnaître l'injustice de leurs actions, mais ils avaient recadré ma douleur légitime comme un défaut de caractère. J'étais égoïste de m'attendre à un traitement égal. J'étais jaloux de remettre en question leurs décisions. Je faisais une montagne d'une taupinière en n'acceptant pas simplement la disparité de $320 000 dans la façon dont ils évaluaient leurs enfants. 2 jours après cette conversation ratée, Maya m'a appelé. Sa voix avait une hésitation inhabituelle. « Maman et papa organisent une fête », a-t-elle dit. Une fête sans dette pour moi. Ils invitent toute la famille élargie. Mon estomac s'est serré. Quand est-ce que ça a lieu? Samedi prochain, chez eux. Emmanuel, je leur ai dit que ça me mettait mal à l'aise étant donné la situation de tes prêts, mais ils ont insisté. Ils ont dit que tu serais d'accord. Je n'étais pas d'accord, pas du tout. L'idée de regarder ma famille élargie célébrer le statut sans dette de ma sœur, un privilège accordé par le choix délibéré de nos parents de donner la priorité à son avenir financier sur le mien, me semblait comme du sel sur une plaie ouverte.
viendras-tu, a demandé Maya après mon long silence. J'y réfléchirai, ai-je réussi à dire. Après avoir raccroché, j'ai reçu un texto de ma mère avec les détails formels de la célébration de la remise de diplôme sans dette de Maya. Le message se terminait par « Nous attendons de toi que tu sois là pour soutenir ta sœur. La famille passe avant tout. » L'ironie de cette dernière phrase ne m'a pas échappé. Le lendemain, j'ai reçu des appels de 2 tantes et de ma grand-mère, toutes mentionnant la célébration à venir. Il est devenu clair que mes parents avaient présenté cet événement non seulement comme une célébration pour Maya, mais aussi comme une vitrine de leur propre générosité. Les invitations qu'ils avaient envoyées soulignaient comment ils s'étaient sacrifiés pour s'assurer que leur fille puisse commencer sa carrière médicale sans le fardeau de la dette. Aucune mention n'était faite de leur fils, également récemment diplômé de la faculté de médecine, ni de sa dette considérablement plus importante. Mon exclusion du processus de planification était complète. Mes parents ne m'ont pas consulté sur la date, la liste des invités ou tout autre aspect de la célébration. On s'attendait à ce que j'y assiste en tant qu'invité, que je souris et félicite Maya, que je remercie nos parents pour leur générosité envers ma sœur, et que j'ignore l'inégalité flagrante de la situation. À l'approche du jour J, mon ressentiment et mon sentiment d'isolement grandissaient. J'ai commencé à éviter les appels des membres de ma famille, incertain de la façon de répondre à leurs questions bien intentionnées sur ma propre situation de près. Je me suis plongé dans la préparation de ma résidence, passant de longues heures à étudier des protocoles et des procédures pour éviter de m'attarder sur la célébration à venir. Mes séances de thérapie hebdomadaires sont devenues un exutoire crucial. Le docteur Samson, une thérapeute familiale spécialisée dans les relations entre frères et sœurs adultes, m'a aidé à identifier des schémas que j'avais normalisés tout au long de ma vie. Ce que vous décrivez ressemble à une dynamique familiale établie de longue date, a-t-elle observé lors de notre 3e séance. Vos parents semblent vous avoir classé comme celui qui est capable et votre sœur comme celle qui a besoin d'aide très tôt dans votre vie. Ces rôles peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices. Mais pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi la favoriserait-il constamment? Les dynamiques familiales sont complexes, a-t-elle répondu. Parfois, les parents s'identifient inconsciemment plus fortement à un enfant en raison de similitudes de personnalité. Parfois, ils essaient de compenser des désavantages perçus. Sans leur parler directement, je ne peux pas dire ce qui motive le comportement de vos parents, mais je peux vous aider à décider comment y répondre. À l'approche de la célébration, le docteur Samson a posé une question cruciale. Emmanuel, vous avez 2 choix fondamentaux ici. Vous pouvez continuer à accepter le rôle que votre famille vous a assigné, le fils autonome qui a besoin de moins de soutien et de reconnaissance, ou vous pouvez prendre position pour un traitement égal. Qu'est-ce qui vous semble juste? La question a profondément résonné. Tout au long de ma vie, j'avais accepté le déséquilibre dans ma famille, travaillant plus dur pour moins de reconnaissance, m'attendant à moins de soutien que ma sœur n'en recevait. J'avais intériorisé le message que je méritais en quelque sorte moins, simplement parce que j'étais capable de réussir par moi-même. Maintenant, face à une disparité financière aussi spectaculaire et au rejet complet de mes sentiments par mes parents, j'ai atteint un point de rupture. Je dois prendre position, ai-je dit au docteur Samson. Pas seulement pour l'argent. C'est trop tard pour ça. Mais pour le principe, pour mon amour-propre. Avec ces conseils, j'ai élaboré un plan pour aborder la situation lors de la célébration. Non pas avec une confrontation colérique ou des explosions émotionnelles, mais avec la vérité calme et factuelle. Le moment était venu de briser le silence autour du schéma de traitement inéquitable de longue date de ma famille. Le matin de la célébration, sans dette, de Maya est arrivé avec un temps parfait de début d'été. J'avais décidé d'arriver chez mes parents 1 heure avant les autres invités, soi-disant pour aider aux préparatifs, mais en réalité pour me recentrer dans l'espace avant d'affronter la famille élargie. Mes parents ont semblé surpris de mon arrivée précoce, mais m'ont rapidement mis au travail pour accrocher des décorations dans le jardin. En arrangeant les tables, j'ai remarqué une exposition que ma mère avait créée sur le manteau de la cheminée, des photos documentant le parcours de Maya à travers la faculté de médecine. Sa cérémonie de la blouse blanche, des séances d'études à la bibliothèque, des stages cliniques avec des patients et enfin la remise des diplômes. Parmi la douzaine de photographies, je n'apparaissais que dans une seule, le dîner de remise de diplôme commun chez Gibson S, où je me tenais au bord du cadre pendant que mes parents embrassaient Maya au centre. « Maman, où sont mes photos de la faculté de médecine ?» ai-je demandé, connaissant la réponse mais voulant entendre son explication. « Oh, cette exposition concerne spécifiquement le parcours de Maya », a-t-elle répondu sans hésitation.
C'est sa célébration, après tout. C'est ça, ai-je dit doucement. Son parcours qui s'est terminé le même jour que le mien. Ma mère n'a pas entendu ce commentaire ou a choisi de l'ignorer, s'empressant d'aller vérifier la livraison du traiteur. Mes parents étant occupés dans la cuisine et le jardin, je me suis retrouvé seul dans le bureau de mon père. Je n'avais pas prévu cela, mais en voyant le classeur où il gardait les documents familiaux importants, j'ai pris une décision impulsive. J'avais besoin de comprendre exactement depuis combien de temps il prévoyait ce traitement disparate. Le meuble n'était pas verrouillé. Mon père avait toujours été organisé, mais pas particulièrement soucieux de la sécurité à la maison. J'ai rapidement localisé le dossier intitulé « Éducation des enfants » et j'ai commencé à examiner le contenu. Ce que j'ai trouvé a confirmé mes pires soupçons et a révélé des informations que je ne connaissais pas. De multiples relevés de compte montraient des transferts réguliers vers le compte de frais de scolarité de Maya tout au long de ses années de médecine, bien plus que les montants égaux qu'il nous avait promis à tous les deux. Un dossier séparé contenait des documents de réunion avec des conseillers financiers datant d'avant même que je ne commence la faculté de médecine, décrivant une stratégie visant à fournir un soutien nettement plus important à Maya qu'à moi. Le plus choquant était une note manuscrite de mon père à ma mère datant de ma 2e année. S'en sortira bien avec ses prêts. Son salaire sera plus élevé de toute façon. M a besoin d'un coup de pouce. Il n'avait jamais eu l'intention de nous soutenir de manière égale. La promesse faite à notre table de cuisine des années auparavant avait été une fausse déclaration délibérée. J'ai rapidement fait des copies des documents les plus pertinents à l'aide du scanner du bureau, je les ai envoyés à mon email avant de tout remettre soigneusement à sa place. Je ne savais pas encore comment j'utiliserais ces informations, mais je savais que j'avais besoin de preuves de ce que j'avais découvert. À 18h, la maison était remplie de la famille élargie et de quelques amis proches. Mes grands-parents, tantes, oncles et cousins circulaient dans les pièces magnifiquement décorées, tous félicitant Maya pour sa réussite et son statut sans dette. L'atmosphère était festive avec des amuse-gueules de traiteurs, du champagne à flot et un gâteau personnalisé décoré de symboles médicaux et des mots « MD sans dette » en glaçage bleu. J'ai maintenu une façade polie, acceptant les accolades de parents que je n'avais pas vus depuis des mois ou des années, détournant les questions sur ma propre situation financière avec des réponses vagues sur le fait de « travailler sur un plan ». Mon oncle James, le médecin urgentiste qui avait inspiré mon choix de carrière, sembla remarquer mon malaise, me prenant à part près de l'escalier. « Ça va, Emmanuel ? Tu as l'air un peu bizarre. »« Juste fatigué, » ai-je répondu, « je me prépare pour la résidence. » Il a étudié mon visage, peu convaincu. « J'ai entendu dire que tes parents avaient remboursé les prêts de Maya. » Un cadeau plutôt généreux. Très généreux, ai-je acquiescé, incapable de dissimuler le mordant de ma voix. Et les tiens, a-t-il demandé directement. La simple question a failli briser mon sang-froid soigneusement entretenu. Apparemment, je suis seul pour ça. L'expression d'oncle James est passée à une véritable surprise. Complètement. Ça ne semble pas, il s'est interrompu. Je suis désolé d'apprendre ça, Emmanuel. Ça doit être difficile. Sa reconnaissance, la première d'un membre de la famille, a desserré quelque chose de serré dans... Ça doit être difficile. Sa reconnaissance, la première d'un membre de la famille, a desserré quelque chose de serré dans ma poitrine. Ça l'est. Mais apparemment, j'ai toujours été le capable qui n'a pas besoin d'aide. Avant qu'il ne puisse répondre, mon père a attiré l'attention de tout le monde au centre du salon où lui et ma mère se tenaient avec Maya entre eux. L'heure des toasts était arrivée. Mon père a levé son verre de champagne. Patricia et moi voulons remercier tout le monde d'être venus célébrer cette occasion spéciale. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons toujours cru au soutien de l'éducation de nos enfants au mieux de nos capacités. Il a regardé la pièce avec fierté. Aujourd'hui, nous sommes ravis de célébrer la réussite de Maya qui a terminé ses études de médecine complètement sans dette grâce à notre soutien financier. Des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée. Ma mère a continué, nous avons toujours essayé de soutenir nos deux enfants de manière égale tout au long de leur parcours, et nous ne pourrions être plus fiers de nos deux médecins. Le mensonge flagrant m'a frappé comme un coup physique. Il prétendait publiquement nous avoir soutenus de manière égale tout en célébrant l'énorme cadeau financier accordé exclusivement à Maya. Maya a ensuite pris la parole, remerciant nos parents en larmes pour leur sacrifice et leur incroyable générosité. Elle a mentionné à quel point elle était reconnaissante de commencer sa carrière sans le fardeau auquel tant de jeunes médecins sont confrontés. Tout au long de son discours,
elle m'a jeté un regard mal à l'aise, mais a continué avec le récit que nos parents avaient établi. Alors que les applaudissements remplissaient la pièce après les toasts, j'ai ressenti un calme étrange s'installer. La décision avec laquelle je luttais s'est clarifiée à ce moment-là. Je ne pouvais pas laisser cette fiction publique perdurer sans contestation. Pas pour l'argent ce bateau avait coulé mais pour la vérité et pour ma propre dignité. Je me suis avancé, faisant teinter doucement mon couteau contre mon verre pour attirer l'attention. La pièce s'est tue, les visages se tournant vers moi avec attente. L'expression de mes parents est passée de la confusion à l'alarme alors que je me déplaçais pour me tenir en face d'eux. J'aimerais aussi dire quelques mots, si cela ne vous dérange pas, ai-je commencé, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. Tout d'abord, félicitations à Maya pour avoir terminé ses études de médecine et obtenu un excellent poste de résidence. C'est vraiment quelque chose à célébrer. J'ai fait une pause, prenant une profonde inspiration avant de continuer. Cependant, je pense qu'il est important que notre famille ait tous les faits sur la situation financière célébrée aujourd'hui. Mon père a fait un demi-pas en avant. Emmanuel, ce n'est pas le moment. En fait, papa, je pense que c'est exactement le moment, puisque vous avez réuni la famille pour célébrer vos décisions financières. Je me suis tourné pour m'adresser au groupe plus large. Ce que beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas, c'est que tandis que nos parents ont entièrement remboursé les prêts étudiants de Maya, d'un montant d'environ 290 000 $, je commence ma résidence avec une dette de 320 000 $. La pièce est tombée dans le silence. Je pouvais voir le choc s'inscrire sur plusieurs visages. Il y a des années, nos parents ont promis de nous soutenir tous les deux de manière égale pendant nos études de médecine. Cette promesse a été rompue. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, ouvrant l'email contenant les documents que j'avais scannés plus tôt. J'ai découvert aujourd'hui qu'ils avaient planifié cette disparité depuis des années, me trompant délibérément sur leurs intentions. J'ai levé le téléphone, bien que je n'ai pas eu besoin de montrer les documents. Le fait qu'ils existent suffisait. Je ne partage pas cela pour embarrasser qui que ce soit ou pour diminuer la réussite de Maya. Je le partage parce que je crois que les familles devraient être honnêtes les unes avec les autres et parce que j'ai passé toute ma vie à accepter moins de soutien, moins de reconnaissance et moins de célébration que ma sœur, sous prétexte d'être le capable. Le visage de ma mère était devenu exsangue. Mon père avait l'air furieux. Maya se tenait entre eux, son expression un mélange complexe d'embarras, de culpabilité et de choc. Je ne m'attends pas à ce que cette révélation change quoi que ce soit financièrement, ai-je poursuivi, ma voix se faisant plus forte. La décision a été prise, l'argent dépensé, mais je voulais que la vérité soit reconnue parce que prétendre que c'était une répartition égale du soutien est une fiction à laquelle je ne peux plus participer. J'ai levé mon verre dans un dernier geste. À la vérité dans les familles, aussi inconfortable soit-elle. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Puis, du coin de la pièce, oncle James a levé son verre. À la vérité, a-t-il répété. Ma grand-mère a suivi. Puis, une tante, puis plusieurs cousins. Tout le monde n'a pas participé au toast. Beaucoup avaient l'air trop choqués ou mal à l'aise, mais assez l'ont fait pour que je sache que mon message avait été reçu. Mes parents n'ont pas levé leur verre. Ils sont restés figés, leur récit soigneusement construit d'un soutien généreux et égal publiquement démantelé. Maya, à son crédit, a croisé mon regard et a lentement levé son verre également. La célébration s'est effectivement terminée avec mon toast. Les invités ont commencé à trouver des excuses pour partir, l'atmosphère festive irrévocablement altérée. Je suis resté calme, répondant honnêtement aux questions mais sans m'étendre lorsque des parents m'approchaient en privé. Plusieurs ont exprimé leur choc face à la disparité et ont offert leur soutien. D'autres semblaient mal à l'aise mais n'ont pas commenté directement ce que j'avais révélé. Alors que les derniers invités partaient, je me suis préparé à partir également. Mes parents m'ont intercepté à la porte, tous deux visiblement en colère sous leur calme forcé. « Comment oses-tu nous embarrasser comme ça » a sifflé mon père. « C'était censé être une célébration pour ta sœur. »« Ça l'était toujours » ai-je répondu. J'ai simplement ajouté le contexte qui manquait. « Tu n'avais pas le droit d'étaler les affaires de famille devant tout le monde » a ajouté ma mère. « Vous en avez fait l'affaire de tout le monde quand vous les avez invités à célébrer votre favoritisme financier » ai-je rétorqué. J'ai seulement ajouté l'image complète à celle que vous présentiez. Maya est apparue derrière eux, les yeux rouges de larmes. Emmanuel, je ne savais vraiment rien de tout ça. Je le jure. Je l'ai cru.
Maya avait bénéficié du traitement préférentiel de nos parents tout au long de notre vie, mais elle ne l'avait jamais orchestré. Je sais, Maya. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit d'un schéma qui a existé toute notre vie, et de ma décision de ne plus l'accepter en silence. Sur ce, j'ai quitté la maison de mon enfance, incertain de quand ou si j'y retournerais, mais certain qu'un changement fondamental s'était produit dans la dynamique de ma famille. Pour le meilleur ou pour le pire, les règles tacites qui avaient régi nos relations pendant des décennies avaient été explicitement remises en question, et il n'y avait pas de retour en arrière possible à la fiction confortable dans laquelle nous avions vécu auparavant. Les jours qui ont suivi la célébration, sans dette, de Maya ont été étrangement calmes. Mon téléphone, habituellement illuminé de messages de groupes familiaux et d'appels occasionnels de mes parents, est resté silencieux. Je me suis plongé dans la préparation de ma résidence, qui devait commencer dans seulement 3 semaines. La confrontation m'avait laissé émotionnellement vidé mais aussi étrangement libéré. Pour la première fois de ma vie, j'avais directement défié la dynamique familiale qui avait tant façonné mon existence. Le 3e jour après la célébration, mon téléphone a sonné avec un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était le frère aîné de mon père, oncle Robert, que je n'avais pas vu à la fête et avec qui j'interagissais rarement en raison d'une distance de longue date entre lui et mon père. « Emmanuel, c'est ton oncle Robert. James m'a donné ton numéro. J'espère que ça ne te dérange pas, bien sûr, ai-je répondu, surpris. Est-ce que tout va bien? Ça dépend de ta définition de bien, a-t-il dit avec un petit rire sec. J'ai entendu ce qui s'est passé à la fête de Maya. Les nouvelles voyagent vite dans cette famille, même pour les moutons noirs comme moi. Je me suis tendu, incertain de m'attendre à des critiques ou à du soutien. Et je voulais te dire que ce que tu as fait a demandé du courage. Ça m'a aussi semblé très familier. Pendant l'heure qui a suivi, oncle Robert a partagé une histoire que je n'avais jamais connue. Il a décrit son enfance avec mon père, comment leurs parents avaient favorisé de manière spectaculaire mon père par rapport à lui dès son plus jeune âge. Comment mon grand-père avait payé l'intégralité des études universitaires de mon père tout en disant à oncle Robert de contracter des prêts. Comment les ressources familiales avaient constamment afflué vers mon père tandis qu'on attendait d'oncle Robert qu'il se débrouille seul. Le schéma se répète, a-t-il dit tristement. Ton père te traite de la même manière que son père me traitait. L'enfant chéri devient le parent de l'enfant chéri. Cette perspective a changé ma compréhension de la situation. Mon père n'avait pas simplement pris une décision isolée concernant le financement de mes études de médecine. Il recréait un schéma familial dont il avait bénéficié et qu'il n'avait probablement jamais remis en question. As-tu parlé de ça à mon père, ai-je demandé. De nombreuses fois, au fil des ans. Il ne le voit pas. Pour lui, le traitement préférentiel qu'il a reçu était justifié parce qu'il était plus studieux ou qu'il avait plus de potentiel. Il ne peut pas reconnaître le schéma parce que cela signifierait reconnaître l'injustice qu'il a favorisée. La conversation avec oncle Robert m'a fourni un contexte que je n'avais pas, bien que cela n'excuse pas les actions de mes parents. Cela m'a cependant aidé à comprendre que je ne confrontais pas seulement des choix individuels, mais des schémas intergénérationnels bien ancrés. Le contact significatif suivant est venu d'une source inattendue, ma grand-mère, la mère de mon père. Elle a appelé 5 jours après la célébration, sa voix portant sa chaleur habituelle malgré les circonstances. Emmanuel, c'est grand-mère. As-tu le temps de parler? Nous avons convenu de nous rencontrer dans son petit appartement le lendemain. Quand je suis arrivé, elle avait préparé le déjeuner et mis la table avec la belle porcelaine qu'elle réservait habituellement aux jours de fête. À 87 ans, elle se déplaçait plus lentement qu'auparavant, mais conservait la présence digne qui avait toujours commandé le respect dans notre famille. Je veux parler de ce qui s'est passé à la fête de Maya, a-t-elle dit une fois que nous étions assis avec notre nourriture. Tout d'abord, je veux que tu saches que je suis fier de toi d'avoir parlé. Ces mots m'ont pris au dépourvu. Vraiment? Je pensais que tu serais peut-être contrarié que j'ai perturbé la célébration. Elle a secoué fermement la tête. Emmanuel, j'ai observé comment Thomas et Patricia vous ont traité différemment, toi et Maya, depuis que vous êtes de jeunes enfants. J'ai dit des choses en privé au fil des ans, mais ils avaient toujours des justifications. Elle a tendu la main sur la table pour me tapoter la main. Ce qu'ils ont fait avec ces prêts étudiants n'était pas juste. Égal ne signifie pas toujours identique, mais cela dépassait de loin les différences raisonnables. Sa validation m'a presque fait pleurer. Le fait que ma grand-mère, une femme de peu de mots qui s'impliquait rarement dans les conflits familiaux, reconnaisse explicitement l'injustice que j'avais subie,
m'a confirmé que je ne surréagissais pas ou n'interprétais pas mal la situation. Ton grand-père et moi avons quelques économies, a-t-elle poursuivi. Nous avons mis de l'argent de côté pendant des années pour vous deux, toi et Maya. Je veux t'aider avec tes prêts. J'ai été touché par son offre, mais j'ai refusé gentiment. Merci, grand-mère, mais je ne peux pas accepter ça. Il ne s'agit plus de l'argent à ce stade. Il s'agit du principe et du schéma. Je comprends, a-t-elle dit avec un signe de tête. L'offre reste valable si tu changes d'avis, mais je respecte ta décision. Avant de partir, elle a partagé ses propres observations sur les schémas familiaux, confirmant une grande partie de ce que l'oncle Robert m'avait dit sur le traitement préférentiel que mon père avait reçu enfant. L'histoire se répète quand on ne l'examine pas, a-t-elle dit. Une sagesse acquise au fil de décennies d'observation. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai reçu des appels ou des messages de 7 membres différents de la famille élargie, tantes, oncles, cousins, tous exprimant divers degrés de soutien ou du moins de reconnaissance de la situation. Certains ont partagé leurs propres expériences de favoritisme dans leur branche de la famille. D'autres ont simplement offert de m'écouter si j'avais besoin de parler. Le fil conducteur était la reconnaissance que ce qui s'était passé n'était pas juste, indépendamment des intentions ou des justifications de mes parents. Maya a appelé plusieurs fois, chaque conversation étant une navigation prudente dans notre nouvelle réalité. Elle était prise dans une position impossible, bénéficiaire du traitement préférentiel de nos parents tout en se souciant sincèrement de moi et en reconnaissant l'injustice de la situation. Ils sont toujours en colère, a-t-elle rapporté lors d'un appel. Papa dit que tu les as humiliés devant tout le monde. Penses-tu que c'est ce que j'ai fait, ai-je demandé. Elle a hésité. Non, je pense que tu as dit la vérité sur quelque chose qu'ils voulaient garder caché. C'est différent de l'humiliation. Et comment te sens-tu à propos de tout ça? J'avais fait attention de ne pas blâmer Maya directement, mais je me demandais comment elle voyait son rôle dans la situation. Honnêtement, je me sens très mal. Je savais qu'il m'aidait plus avec les frais de scolarité qu'il ne t'aidait, mais je n'avais aucune idée de l'ampleur de la chose ni qu'il t'avait promis un soutien égal. Elle fit une pause. Et en y repensant, je peux voir comment ils nous ont toujours traités différemment. Je ne l'ai juste jamais remis en question parce que... Sa voix s'est éteinte. Parce que ça t'avantageait, ai-je terminé doucement. Ouais, a-t-elle admis. Je suis désolé, Emmanuel. Vraiment désolé. Ma relation avec mes parents est entrée dans une période de silence. Ils n'ont fait aucune tentative pour me contacter après la confrontation, et je n'ai fait aucun effort pour les joindre. C'était la plus longue période que nous ayons passée sans communication depuis que j'étais parti à l'université. Mais je savais que nous avions tous besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé. À l'approche de la date de début de ma résidence, j'ai pris une décision importante. J'ai accepté un poste au centre médical de l'Université de Californie à San Francisco au lieu de Northwestern. Le poste avait été mon 2e choix au départ, mais après la confrontation avec ma famille, la perspective de créer une certaine distance géographique m'a fortement attiré. UCSF était un excellent programme, et le changement me donnerait l'espace nécessaire pour établir mon identité, séparée des dynamiques familiales qui avaient tant défini ma vie à Chicago. La décision signifiait rompre mon bail, organiser un déménagement à travers le pays à la dernière minute, et naviguer dans les complexités administratives du changement de programme de résidence. C'était stressant et coûteux, mais à chaque pas que je faisais vers la Californie, je ressentais un sentiment croissant de libération. Je ne fuyais pas. Je créais un espace nécessaire à la guérison et à la croissance. À San Francisco, j'ai trouvé un petit mais confortable appartement partagé avec 2 autres résidents en médecine. L'environnement inconnu et l'horaire exigeant de la résidence laissaient peu de temps pour s'attarder sur les drames familiaux. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai établi des relations professionnelles avec des médecins traitants, et j'ai commencé à me forger une réputation basée uniquement sur mes propres mérites, sans l'ombre des attentes ou des comparaisons familiales. J'ai maintenu un contact régulier avec Maya, qui a compris et soutenu ma décision de déménager. Notre relation, libérée de l'influence directe de nos parents, a commencé à évoluer vers quelque chose de plus équilibré et d'authentique. Pour la première fois, nous nous rapportions l'un à l'autre en tant que frères et sœurs adultes avec des vies indépendantes plutôt que comme des concurrents pour l'approbation parentale. La distance a également apporté de la clarté, loin de l'intensité émotionnelle immédiate de la situation. Je pouvais voir plus objectivement comment les schémas familiaux de longue date avaient façonné tous nos comportements. Le favoritisme de mes parents, l'acceptation par Maya du traitement préférentiel,
ma surperformance à la recherche de reconnaissance. Aucun de nous n'avait délibérément créé cette dynamique. Pourtant, nous avions tous participé à la maintenir jusqu'à ce que je rompe finalement le schéma avec ma confrontation. Pendant cette période de contact limité avec mes parents, j'ai trouvé un sens inattendu à mon travail. Le service des urgences était exigeant et souvent chaotique, mais j'ai prospéré dans cet environnement. Traiter des patients en crise, des crises cardiaques au traumatisme en passant par les urgences de santé mentale, m'a donné un but immédiat et un sentiment d'impact qui transcendait mes luttes personnelles. En aidant les autres à traverser leurs pires jours, j'ai trouvé la guérison pour mes propres blessures. 6 semaines après le début de ma résidence, j'ai reçu ma première facture de prêt étudiant, un rappel brutal de la réalité financière à laquelle je faisais face. Le paiement mensuel était substantiel, même avec le plan de remboursement prolongé que j'avais choisi. Chaque paiement serait un rappel de 20 ans de la décision de mes parents. Mais j'ai résolu de ne pas laisser l'amertume définir mon avenir. Je paierai ma dette, je construirai ma carrière, et je créerai une vie basée sur des valeurs différentes de celles qui avaient façonné ma famille d'enfance. 3 mois après le début de ma résidence à San Francisco, j'ai reçu un texto inattendu de Maya. J'ai pris quelques jours de congé, je prends l'avion pour SF demain. On peut se voir? J'ai immédiatement accepté, curieux de sa décision soudaine de me rendre visite. Nous nous sommes arrangés pour nous retrouver dans un petit café près du Golden Gate Park. Maya est arrivée, l'air à la fois nerveuse et déterminée, me serrant fort dans ses bras avant que nous ne nous asseyions avec nos cafés. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle commencé sans préambule, à notre famille, à la façon dont maman et papa nous ont traités différemment toute notre vie, auprès. Elle a pris une profonde inspiration. Je veux m'excuser, Emmanuel, pas seulement pour la situation de la dette, mais pour n'avoir jamais reconnu le schéma auparavant. J'ai bénéficié de leur favoritisme pendant des années et je ne l'ai jamais remis en question. Sa franchise m'a surpris. Ce n'était pas ta responsabilité de corriger leur comportement, Maya. Peut-être pas, mais j'aurais pu le voir et dire quelque chose. J'aurais pu refuser le traitement spécial ou du moins reconnaître ce qui se passait. Elle a croisé mon regard. Depuis la fête, je confronte maman et papa sur la façon dont ils t'ont traité. Ils ne l'ont pas bien pris au début, mais je pense qu'ils commencent à écouter. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, de l'appréciation pour les efforts de Maya, du scepticisme quant à la capacité de nos parents à changer, et une vague surprenante de protection envers ma sœur, qui défiait nos parents en mon nom. Ça n'a pas dû être facile, ai-je reconnu. Merci de l'avoir fait. Maya a hoché la tête, puis a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe. Il y a autre chose. Je veux t'aider avec tes prêts. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un chèque de $50 000. Maya, je ne peux pas accepter ça. S'il te plaît, Emmanuel. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Ce n'est pas juste que je commence ma carrière sans dette alors que tu es accablé de prêts parce que nos parents ont décidé que je méritais plus d'aide. Il s'agit de rendre les choses plus équitables. J'ai doucement repoussé l'enveloppe sur la table. J'apprécie le geste plus que je ne peux le dire, mais ce n'est pas à toi de réparer ça. Tu n'as pas créé cette situation. Mais j'en ai profité, a-t-elle insisté. Ça ne fait pas de toi la coupable. J'ai pris sa main. Ce qui compte plus pour moi que l'argent, c'est de reconstruire notre relation en tant qu'égaux, sans la dynamique que nos parents ont créée. C'est ce qui se passe en ce moment, et ça vaut plus que n'importe quel chèque. Maya a à contre-cœur remis le chèque dans son sac, mais notre conversation s'est poursuivie pendant des heures, plus ouverte et honnête que jamais. Pour la première fois, nous avons discuté de notre enfance de nos 2 points de vue. Comment j'avais vécu le fait d'être tenu à des normes plus élevées tout en recevant moins de reconnaissance, et comment elle avait navigué en étant simultanément avantagée par le favoritisme de nos parents tout en ressentant la pression subtile d'attentes plus faibles. Je me suis toujours senti comme si je vivais dans ton ombre sur le plan académique, a-t-elle admis. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais remis en question quand ils m'ont donné de l'aide supplémentaire. J'avais l'impression d'en avoir besoin pour rivaliser avec toi. Cette perspective ne m'était pas venue à l'esprit. Alors que je n'avais vu que le traitement préférentiel, Maya avait vécu sa propre relation complexe avec les attentes différentes de nos parents. Le favoritisme qui l'avait avantagé financièrement avait aussi, d'une certaine manière, miné sa confiance en ses propres capacités. À la fin de sa visite de 3 jours, Maya et moi avions établi une nouvelle base pour notre relation d'adulte, une basée sur la compréhension et le respect mutuel plutôt que sur la dynamique compétitive que nos parents avaient favorisée.
Elle est retournée à Chicago avec la promesse de rester en contact régulier, indépendamment de l'implication de nos parents. 6 mois après la confrontation à la fête de célébration, j'ai reçu un email de mon père. L'objet était simple, pouvons-nous parler? Le message était bref, me demandant si je serais d'accord pour avoir une conversation téléphonique. Malgré mon appréhension, j'ai accepté. L'appel a commencé maladroitement, avec des banalités sur ma résidence et le temps à San Francisco. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. Emmanuel, je veux m'excuser de la façon dont nous avons géré la situation avec tes prêts étudiants et ceux de Maya. Ce n'était pas la reconnaissance complète que j'espérais, mais c'était un début. Merci de le dire. La façon dont tu l'as découvert n'était pas juste, a-t-il poursuivi. Nous aurions dû être francs sur notre décision dès le début. J'ai remarqué qu'il s'excusait pour la méthode plutôt que pour la décision elle-même. Papa, le problème n'était pas seulement la façon dont je l'ai découvert. C'était la décision elle-même et ce qu'elle représentait sur la façon dont toi et maman avez toujours traité Maya et moi différemment. Un long silence a suivi. Je ne pense pas que ce soit juste, a-t-il finalement répondu. Nous vous avons toujours aimés tous les deux de la même manière. L'amour n'est pas le problème, dis-je prudemment. Il s'agit de soutien, de reconnaissance et d'attente. Vous m'avez tenu à des normes plus élevées tout en me donnant moins de soutien et de reconnaissance tout au long de ma vie. Un autre silence, plus long cette fois. Je dois y réfléchir, a-t-il finalement dit. Ce n'était pas notre intention. La conversation s'est terminée sans résolution, mais elle représentait un premier pas. Mon père avait au moins reconnu que quelque chose avait mal tourné, même s'il n'était pas encore prêt à reconnaître le schéma plus large. 2 mois plus tard, ma mère a appelé. Notre conversation a suivi un schéma similaire. Des excuses initiales axées sur une mauvaise communication plutôt que sur le problème sous-jacent, une résistance à reconnaître le schéma de longue date de traitements différents, mais finalement une volonté d'écouter qui n'était pas présente auparavant. Maya nous a dit que nous devions réfléchir à la façon dont nous t'avons traité différemment, a-t-elle admis. Elle est assez insistante à ce sujet. J'ai souri à l'image de ma sœur plaidant pour l'équité. Elle a raison. Ton père a parlé à son frère, Robert, a ajouté ma mère, me surprenant. Ils ont eu des conversations difficiles sur leur enfance. C'était un progrès inattendu. Le fait que mon père renouait avec son frère distant suggérait qu'il commençait au moins à examiner les schémas familiaux qui avaient façonné sa propre approche de la parentalité. La véritable percée est survenue 9 mois après la confrontation. Mes parents ont demandé un appel vidéo et lorsque leurs visages sont apparus sur mon écran, ils avaient tous les deux l'air inhabituellement sombres. Nous avons beaucoup réfléchi, a commencé mon père, et parlé avec Maya, avec Robert, avec ta grand-mère, même avec une thérapeute familiale. Il a pris une profonde inspiration. Emmanuel, nous te devons de vraies excuses. Pas seulement pour les prêts, mais pour un schéma qui remonte à ton enfance. Ma mère a hoché la tête. Nous ne le voyons pas clairement jusqu'à récemment, mais en y repensant, nous pouvons voir comment nous avons traité différemment toi et Maya. Nous attendions plus de toi tout en te donnant moins de soutien et de reconnaissance. Et je répétais ce qui s'est passé dans ma propre enfance, a ajouté mon père. Mon père me favorisait par rapport à Robert de la même manière. J'ai bénéficié de ce traitement et je ne l'ai jamais remis en question. J'ai ensuite, inconsciemment, recréé la même dynamique avec mes propres enfants. Je suis resté assis en silence, stupéfait, pas préparé à ce niveau de reconnaissance et de responsabilité. Nous ne pouvons pas annuler le passé, a poursuivi ma mère. Mais nous voulons faire mieux à l'avenir et nous voulons offrir une aide financière pour tes prêts. Ce ne sera pas le montant total que nous avons donné à Maya, mais c'est ce que nous pouvons gérer pour le moment. Ils ont offert 45 000 $, une fraction de ma dette totale, mais un geste significatif néanmoins. Après réflexion, j'ai accepté, non pas parce que le montant changerait de manière significative ma situation financière, mais parce que leur offre représentait une reconnaissance concrète de l'inégalité qu'ils avaient créée. J'ai suggéré qu'ils fassent don de l'argent à un fonds de bourse d'études pour les étudiants en médecine issus de milieux défavorisés au lieu de me le donner directement. J'ai fait la paix avec mes prêts, ai-je expliqué. Je préférerais voir l'argent aider quelqu'un qui en a vraiment besoin. Ils ont accepté et ensemble, nous avons créé une petite bourse d'études à la faculté de médecine Feinberg de Northwestern pour les étudiants en médecine de première génération ayant des besoins financiers. Le processus de création de cette bourse ensemble est devenu un véhicule de guérison, nous permettant de transformer une dynamique familiale douloureuse en quelque chose qui aiderait les autres.
Au cours de l'année suivante, ma relation avec mes parents s'est lentement reconstruite sur une base plus authentique. Nos conversations sont devenues plus honnêtes, avec moins de performance et de faux-semblants des deux côtés. J'ai cessé de chercher leur approbation de la même manière que je l'avais fait tout au long de mon enfance. Et ils ont commencé à me voir plus clairement comme la personne que j'étais réellement plutôt que comme le rôle que j'avais joué dans notre système familial. Mes paiements de prêts ont continué, un rappel mensuel du passé, mais plus une source de ressentiment actif. J'avais créé un plan de remboursement solide qui effacerait ma dette en 15 ans, plutôt si ma carrière progressait comme prévu. La réalité financière était ce qu'elle était. Je me suis concentré sur le fait de ne pas porter le fardeau émotionnel en plus du fardeau financier. 2 ans après avoir déménagé à San Francisco, j'ai créé un programme de mentorat pour les étudiants en médecine confrontés à une dette importante, partageant des stratégies de gestion financière et de bien-être émotionnel. Ce qui avait commencé comme ma lutte personnelle est devenu une plateforme pour aider les autres à surmonter des défis similaires, transformant mon expérience en une ressource qui a bénéficié à ma communauté professionnelle. Maya et moi avons maintenu notre relation renforcée, nous connectant régulièrement par des appels, des textos et des visites. Libérés de la dynamique compétitive que nos parents avaient favorisée, nous avons découvert une véritable amitié basée sur le respect mutuel et des expériences partagées. Elle a poursuivi sa résidence en médecine familiale à Chicago, excellant dans une spécialité parfaitement adaptée à sa nature empathique et à ses compétences interpersonnelles. Ma grand-mère, dont la validation avait tant compté au lendemain de la confrontation, est décédée paisiblement 18 mois après notre déjeuner ensemble. Lors de son service commémoratif, mon père et mon oncle Robert se sont tenus côte à côte, leur relation se guérissant lentement grâce à des conversations difficiles mais nécessaires sur leur enfance commune. En repensant à toute l'expérience avec le recul de plusieurs années, je peux voir comment ce moment de confrontation à la célébration de Maya, aussi douloureux soit-il, est devenu un catalyseur de transformation dans tout notre système familial. En refusant de maintenir la fiction confortable de l'égalité de traitement, j'avais perturbé des schémas qui avaient persisté à travers les générations. La disparité financière dans la façon dont nos parents ont soutenu nos études sera toujours une partie de notre histoire familiale. Mes prêts mettront des années à être entièrement remboursés. Mais les blessures émotionnelles ont largement guéri, remplacées par des relations plus authentiques et une compréhension plus profonde de la façon dont les dynamiques familiales nous façonnent et de la façon dont nous pouvons choisir de briser les schémas nuisibles plutôt que de les perpétuer. S'il y a une leçon que j'ai apprise tout au long de ce parcours, c'est la suivante. Votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent, même les plus proches de vous. Parfois, l'acte le plus profond de respect de soi est simplement de nommer sa vérité, même lorsque les autres ne sont pas prêts à l'entendre. Ce faisant, vous écrivez votre propre histoire plutôt que d'accepter le rôle qui vous est assigné par les autres. Avez-vous déjà dû vous affirmer au sein de votre famille? J'aimerais beaucoup entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires sur la manière de surmonter les défis familiaux. Votre soutien signifie tout pour cette chaîne et je suis reconnaissant à chacun d'entre vous qui prend le temps d'écouter ces histoires difficiles mais importantes.